Voilà, chers amis, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai l'impression que Google n'accepte plus tellement un module, vous savez, un module pour régler un petit peu le son. Alors, c'est Google qui règle automatiquement le niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas comme je le veux. Apparemment, j'ai l'impression que mon micro marche mal, ou alors il faudrait que je le mange, mais c'est pas possible. Il faut que je bouge un peu, non? Voilà, j'espère que vous allez bien, chers amis. Moi, tout va bien. Écoutez, la vie est belle. Alors, je vous invite, comme d'habitude, chers amis, pour les nouveaux surtout, hein, parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent, et je les en remercie par ailleurs d'être là. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne comprends plus là. Bon, il y a quelque chose qui va pas là. Il y a quelque chose qui va pas. Oui, ça y est. Euh, alors oui, j'espère que vous allez bien. Alors abonnez-vous. Pardonnez-moi, je bafouille, hein, je n'arrive pas à m'exprimer. Voilà, abonnez-vous, partagez, commentez cette vidéo, c'est très important pour moi et pour YouTube. Parce que si vous ne faites pas de commentaires, YouTube pense que vous n'aimez pas ma chaîne, qu'elle n'a pas de valeur, donc pour YouTube, hein. Pas de valeur, donc ils ralentissent, comment dire, la diffusion. Ils la mettent pas en temps et en heure réelle. Et ça, ça dépend de la qualité des vidéos qui, grâce à votre soutien, peut apporter un plus auprès de YouTube et montrer que vraiment ça vaut la peine de la mettre en avant. Et YouTube, quand il voit qu'il y a beaucoup d'interactions, de réactions des auditeurs, eh bien, ils ont tendance à mettre plus en avant certaines vidéos par rapport à d'autres. À vous de juger, chers amis. Donc, mettez un pouce, etc., etc. Je ne vais pas me répéter. Et abonnez-vous surtout. Hein, voilà, allez, j'arrête là. Alors maintenant, nous repartons sur l'histoire de Charlemagne. Je vais rapidement parce que c'est très très long. Alors, je vais devoir, bien sûr, abréger peut-être un petit peu l'histoire. Bon, le couronnement, écoutez, voilà, 25 décembre en l'an 800. Ben, écoutez, je vais très vite, hein, parce que, bon, les conditions, ben, vous les lirez vous-même si ça vous intéresse. On va aller plus rapidement. Bon, situation de la papauté, écoutez, euh, un autre facteur est la relation entre le pape et les autorités byzantines, l'empereur et le patriarche de Constantinople. Ces derniers, oui, bon, d'accord. En 1696, le pape Adrien. Bon, moi j'aimerais bien passer tout ça. Je pensais trouver quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il y avait là? Il est donc très dépendant de la protection de Charlemagne. Et oui, la papauté avait besoin d'être défendue. N'ayant pas à proprement d'armée, hein, ils ont une garde suisse, mais qui n'est pas très armée d'ailleurs, qui sont juste là pour garder le pape et puis voilà, tout le personnel. Et tous les membres du clergé qui s'y trouvent, bien sûr. Donc, ils ont besoin d'une armée. Et l'armée, ils vont la trouver où? Ouais, l'Italie n'étant pas un pays formé uniformément, donc il n'y a pas une armée principalement nationale ou d'un royaume italien. Donc, ils vont le chercher en Gaule. C'est-à-dire chez Charlemagne ayant un grand empire, y compris d'ailleurs l'empire des Lombards, hein, comme je vous l'ai dit, en Italie, qui est une grande partie de l'Italie. Donc, le pape fait un accord avec le roi, l'empereur de l'Hexagone, du royaume franc. Et il en sera ainsi jusqu'à Louis XVI. Ça va pas changer par la suite, vous verrez. Même, je dirais que les liens entre le pouvoir temporel du royaume franc et le pape, donc Rome, il y aura un lien toujours plus étroit, plus serré, je vais dire, plus étroit de collaboration, comment dire, d'aide militaire, quand des conflits peuvent se passer autour comment dire, du Vatican. Et le Vatican, à l'époque, c'était pas comme vous l'avez entendu la veille, c'était pas un petit État, hein, c'était un grand État quand même, hein. Il faut savoir. Bon, alors nous continuons. Attentat contre Léon III. Ah, d'accord. Bon, alors 25 avril 1699 et ses conséquences. Voilà.
Le 25 avril 1699, Léon III subit un véritable attentat au cours de la procession des grands de Litanie. On ne sait pas de quoi, enfin bon. Il est jeté à bas de sa mule et molesté, bon, puis empoisonné. Alors bien sûr, qui c'est qui va aller le libérer? C'est Charlemagne. Ben qui d'autre? Et c'est pour ça qu'on dit que l'Hexagone est la fille aînée de l'Église. Mais c'était pas tout à fait comme ça que était interprété, chers amis, était interprété cette phrase. Cette phrase, c'est pas la France, la France pays aînée de l'Église, fille aînée de l'Église. C'était en fait une autre définition un peu différente, mais qui mettait notre pays bien sûr en avant. Bon, et pour des raisons que je vous ai dit, hein, il fallait que donnant donnant. Voilà. Alors à Patenborn, à Rome, bon écoutez, je passe rapidement les attentats. Bon voilà, décembre 800. Bon, cérémonie du 25 décembre. Bon, Noël quoi, vous voyez, Noël. Hein. Ouais, voilà, ce genre de latran. Enfin bon, il fallait protéger ses possessions et c'est l'armée de Charlemagne qui va s'en occuper, évidemment. Hein. Mais l'Empire byzantin refuse de reconnaître le couronnement impérial de Charlemagne, évidemment, le considérant comme une usurpation. Ben, de toute façon, bon, ça. Hein, vous savez ce que je pense de Charlemagne. Hein, bon, théorie carolingienne de l'Empire. Alors Charlemagne considère que la dignité impériale ne lui est conférée qu'à titre personnel pour ses exploits et que son titre n'est pas appelé à lui survivre. En effet, il lui survivra pas d'ailleurs, puisque le partage avec les 3 enfants, bon ben voilà, hein, ce sera la scission des trois royaumes, fin du règne, voilà, son fils Pépin d'Italie meurt. Ah, il a un fils qui s'appelle Pépin aussi. Bon, bah écoutez. Voilà. D'accord. Bon. Aspect généraux du règne. Bon, bah écoutez. Moi, il y a une chose qui ne figure pas dans ce développement de cette page assez énorme, hein, comme vous le voyez. Il n'y a pas, bien sûr, où Charlemagne trouve l'or pour pouvoir s'étendre. Eh bien, moi, je vous l'ai dit, hein, c'est une part de l'histoire qui a été occultée et pourtant, elle est officiellement, enfin, elle était à une époque officiellement reconnue. Oui, il y a Maurice Lombard, notamment, mais pas seulement, un spécialiste de cette période, il me semble. Allez voir Esprit Viking, la chaîne, le blog de Oleg de Normandie. Après, je vous dirai quelques mots sur Oleg de Normandie. Bon, je suis désolé, mais il faut bien que je dise les choses. Administration de l'Empire, bon, politique religieuse, voilà, ben oui, Charlemagne instaure la religion chrétienne. Hein. Voilà, regardez, Charlemagne a joué un rôle important dans le fonctionnement de l'Église, évidemment. Évidemment, il a fait importer dans notre pays, dans le royaume franc, tout le clergé venant de Rome, formé à Rome, prêtres, moines, religieux, religieuses, évêques, cardinal bien sûr. Hein. Bon, mais ça c'est de Rome qui sont venus, remplaçant les prêtres primordiaux chrétiens. Ceci dit, ils étaient chrétiens, mais en même temps, ils continuaient à pratiquer certains rites odiniques. Alors, je crois que les prêtres, c'était les druides, mais après les druides, il y a eu aussi d'autres prêtres. Enfin, dans la lignée des druides, il y avait des prêtres qui continuaient un petit peu, comment dire, certaines pratiques que les chrétiens appellent païennes au IVe siècle, comme je vous l'ai dit, mais qui en fait était la vraie religion primordiale et d'origine de notre civilisation, chers amis. Il faut le savoir. L'Italie, l'Espagne, le Portugal et l'Hexagone, nous étions, nous les Gaulois, enfin, bon, Gaulois, gallo-celtiques, hein. La religion c'était Odin, mais ils ont quand même pris certains rites chrétiens quand l'Église est venue en Gaule. Lorsque les premiers prêtres, les prêtres faits sur place, hein, ordonnés sur place, hein,
ordonné, je ne sais pas trop dans quel rite, mais enfin je pense que c'était le rite chrétien, mais c'était pas un rite chrétien rigoureux comme il se passe aujourd'hui encore, avec une bénédiction de Rome, vous voyez. Même si Rome, bon, n'osait pas trop dire mot à l'époque juste avant les Mérovingiens et pendant la période des Mérovingiens, parce que comme vous le savez, les Mérovingiens n'acceptaient pas que l'Église ait une prédominance sur le royaume, même si les rois acceptaient les chrétiens et acceptaient le clergé catholique. Vous voyez? Mais c'était une religion, le christianisme toléré, accepté, même, mais n'ayant pas la primauté. La primauté, ou... Oui, c'est ça, la primauté. Vous voyez, la religion... Il laissait les rois mérovingiens, et même avant, et surtout avant, d'ailleurs, mais même les rois mérovingiens jusqu'au dernier, hein, il laissait libre à chacun des sujets, donc depuis le plus petit, depuis le plus bas jusqu'au plus haut, ils acceptaient que chacun suive le courant de ses pensées philosophiques, religieuses, selon ce qu'il pensait, quoi, selon ce qui lui allait, et chacun était libre, voilà. Ah mais sous Pépin le Bref, Charles Martel et surtout Charlemagne, ça n'a pas été le cas. Charlemagne, en avançant comment dire, de comment je peux dire ça, de pays en pays, si vous voulez, de royaume en royaume, quand il conquérait un territoire, il fallait que de gré ou de force, il se convertisse au christianisme à la mode romaine. Bon, à la mode des Romains, c'est-à-dire du pape et de tout le clergé de Rome. Il faut savoir que le clergé de Rome ne voulait pas, à partir du 4e, comme je vous l'ai dit à propos de Jérôme, ou Saint Jérôme pour les croyants, lorsqu'il y a eu la réforme de la Bible, la Bible, oui c'est ça, devenant la Vulgate, il fallait que chaque sujet converti accepte les dogmes écrits et approuvés par le pape ou le souverain pontife, si vous voulez. Ils acceptent ce que on leur enseignait à partir de la Vulgate et plus rien d'autre. Ça veut dire que la Bible d'Égypte, hop, écartez-moi ça, brûlez-moi ça. Et ça a commencé comme ça au IVe siècle, hein. Et au 8e siècle, bien sûr, 9e siècle, avec Charlemagne, eh bien, c'est la Bible, l'Évangile qui s'est imposé dans le royaume et dans les royaumes conquis par Charlemagne. Donc, les Lombards qui étaient païens, ben, je vous dis pas les massacres qu'il y a dû avoir, ou alors les déportations pour les mettre en esclavage. Je vous raconte pas. Ah oui, bien sûr. Ou alors dans les monastères. Alors dans les monastères, je peux vous dire, les traitements n'étaient pas à l'eau de rose, hein, ni à la fleur de lys, hein, ou à la rose, hein, c'est le cas de dire. Hein. Non, c'était la règle, la discipline, le fouet, la prison, je sais pas s'il y avait la camisole pour les plus, s'il y avait des excités, j'en sais rien. En tout cas, il y avait beaucoup de pression. Non seulement hors des couvents monastères, enfin bon, etc. Mais alors là, dans les monastères, si on envoyait un prince, ou déjà un prince, vous voyez, alors je vous parle pas des petits, parce que là, c'était encore autre chose, un autre traitement, pardon. Mais voilà, alors je continue. Je n'insulte pas les croyants, hein, ne prenez pas ça pour... mais c'est la vérité. La règle à l'époque, notamment de Colomban, ou Saint-Colomban, je crois, oui. Moi, j'ai eu la chance, le bonheur, si j'ose dire, quand j'étais croyant, j'étais pratiquant, bon, je vous le cache pas, hein, j'étais allé voir, alors je ne sais plus où ça se trouvait, il y avait un ancien monastère qui a été fait construit par, justement, Saint-Colomban. Colomban, si vous préférez. Pas Colombin, hein, Colomban, avec AN. Et donc, la règle, je ne sais plus quelle était la règle, si c'était Saint-Benoît ou je ne sais plus qui, je peux vous dire, c'était une règle très, 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 justement, c'est ce que me disaient les séminaristes. Eh oui,
il me disait à l'époque, oui, la règle était très, très rigide, hein, très. Oui, mais vous comprenez, parce que le peuple était pas très discipliné, vous savez, à l'époque, les gens de basse condition, surtout, étaient des gens rustres, il fallait un petit peu les régler, oui, de quelle manière, vous comprenez, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, la, 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 la- comment dire, la transformation d'une civilisation ne s'est pas faite dans la douceur. C'est pas des petits coussins en plume d'oie ou des matelas rembourrés de je ne sais quelle douceur. Vous voyez ce que je veux dire? Non, 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 vous couchiez sur une couche, hein. Il y avait un matelas de fortune à la paille peut-être, hein, rembourré de paille, j'en sais rien, à la dure. Hein. Eh oui, et puis alors pas de chauffage. Hein. Là, non, non, non. Non, non, pas de chauffage. Il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a pas encore 60 ans, je crois, il y avait encore des monastères ou des couvents où le chauffage n'était pas admis. Ah oui, c'était pour discipliner le corps, pour le mettre sous la domination de l'esprit, c'est-à-dire un esprit droit, un esprit rivé vers le ciel, vers les choses du ciel. Vous voyez. Bon, bref, passons. J'arrête les critiques. Alors voilà, là, il y a des pièces de monnaie, je crois. Voilà, les deniers de Charlemagne. Ouais. Bon, ça, attendez, je vous monte, hein. Ouais, ça c'est les deniers de Charlemagne, d'accord, c'est pas le dinar. Mais il y a une chose qu'on ne nous dit pas. Qu'est-ce que je fais là? Voilà, c'est bon. Là, je voulais. Ah, mais qu'est-ce que je fais là? Oh là 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 là, d'accord. Ah, zut. Pardonnez-moi, chers amis, je vous ai pas montré comment dire, voilà. Je vous remonte les sous, hein, voilà. Alors, voilà, ça c'est le portrait de Charlemagne. Regardez Carlos Magnus, hein, oui, je n'invente rien, hein. Carlos, alors là, le V c'est un U, hein, bien sûr, ça vous l'avez compris. Magnus, hein, voilà, je n'invente rien. Regardez, le laurier, puis le visage, bon, les yeux fermés, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est un masque mortuaire, j'en sais rien. Bon, bref, je pense pas. Je pense pas, je n'en sais rien. Et ça, c'est quoi ça? C'est des nouvelles. Non, ça, on l'a vu. Bon, voilà, chers amis, hein, je continue. Transformation de la société, oulala, rurale. Vous voyez, rurale et féodalité. Ça, c'est intéressant, peut-être, remarquer. Alors, à partir de 800, les campagnes militaires. Ah ben, je comprends pas là. Se font plus rares et le modèle économique franc basé sur la guerre cesse d'être viable. Alors, évidemment, il repose sur une main-d'œuvre alternativement combattante ou servile. Je n'invente rien. C'est pas moi qui le dis, hein. Servile. Bah, esclave quoi, hein. Regardez, regardez, je continue. Ou servile, ou l'agriculture est encore largement inspirée du modèle antique esclavagiste. Je n'invente rien. C'est pas moi qui le dis. Vous voyez, à l'époque de Charlemagne, et ça a duré assez longtemps, jusqu'à la Renaissance, je crois, hein, il me semble. En tout cas, à l'époque médiévale encore, après Charlemagne, bien après, l'esclavagisme existait encore dans les champs, dans le milieu rural de l'Hexagone. Et oui, chers amis, voilà, regardez. Regardez. Alors, les principaux sujets à l'esclavage, enfin, au servile, je vais pas y arriver. Oui, ça c'est la Rome antique, oui. En fait, c'est le droit romain qui s'appliquait dans toute sa splendeur. Même aujourd'hui, en 2025, chers amis, nous sommes encore en partie sous le droit romain. Ben oui, l'esprit militaire de l'armée, hein. Et puis pas mal de choses, pas mal de, comment dire, de ce qui se déroule dans notre pays, c'est encore sous la loi, la loi romaine, de la Rome antique, hein. Je n'invente rien, c'est pas moi qui le dis, hein. Alors, esclavagistes ont une productivité faible. Ah bon? Eh ben oui, forcément. Car non seulement ils ne sont pas intéressés aux résultats de leur travail, mais ils sont coûteux et en saison morte, pardon.
En période de paix, nombreux sont les hommes libres qui choisissent de poser les armes pour le travail de la terre plus rentable. Ceux-ci confient leur sécurité à un protecteur, voilà, contre ravitaillement de ses troupes ou de sa maison. Certains arrivent à conserver leur indépendance, mais la plupart cèdent leur terre, et oui, à leur protecteur, c'est ce que je vous disais, vous voyez, et deviennent exploitants d'une terre où, oh là là, pardonnez-moi, mais où une terre manse, c'est quoi ça, est à l'origine une heure, oh là là, une tenure correspondant à une parcelle agricole, pour le compte de ce dernier, et du seigneur généralement. Inversement, les esclaves sont émancipés en serfs. Voilà, vous voyez, je n'invente rien. C'est pas, je n'invente rien, chers amis. Regardez, le servage. C'est quoi le servage? C'est un servage forcé, non? Et je suis désolé, chers amis, d'insister, mais bon, je vais pas vous le lire parce que alors là, on ne s'en sort plus. Hein. Voilà, inversement, les esclaves sont émancipés en serfs, bon, dépendant d'un seigneur, c'est ce que je vous racontais, auquel ils versent une redevance et deviennent plus rentables. Et oui, parce que s'ils n'arrivent pas à donner le nombre, le poids de ce qu'ils doivent à leur seigneur, bah, le seigneur confisque la terre et puis le pauvre gars, la pauvre famille doit aller chercher fortune ailleurs. Et quand ils n'avaient pas de patente, eh ben, ils étaient rejetés de partout. Hein. Voilà ce qui se passait, d'où la pauvreté. Mais enfin bon, cette évolution se fait d'autant mieux que l'Église condamne l'esclavagisme entre chrétiens. Oui, seulement entre... Alors voilà, je fais là une petite parenthèse très 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 importante. Entre chrétiens, oui, bon, ils se ménageaient un petit peu, on va dire, entre les seigneurs et les serfs, ils se ménageaient un petit peu de condescendance, un petit peu. Mais la plupart de ceux qui ne voulaient pas se convertir, qui restaient odinistes, comment étaient-ils traités? Vous croyez qu'ils étaient traités avec la bénédiction du pape? Sûrement pas. Sûrement pas. Au contraire, le pape demandait que chaque sujet soit converti de gré ou de force, ou malgré lui. La différence entre paysans libres et ceux qui ne sont pas s'atténue. Oui, mais ça c'est un peu, c'est pas tout à fait vrai. Ça s'est pas atténué sous Charlemagne et même bien après. Ça s'est atténué que, alors, je vous l'ai dit, je pense que c'est à partir de la Renaissance, je pense. Alors, nous verrons bien quand nous en serons là. Il faudrait que je vérifie l'information. Pour l'instant, je pense que c'est à partir de la Renaissance, je crois, hein, du moins, mais je reste prudent, que l'émancipation va réellement se faire, que les serfs ne seront plus serfs finalement, deviendront des exploitants à part entière. Mais là aussi, avec une taxe, la gabelle, le sel, etc., qui s'établiront au fil du temps, au fil des siècles. Hein. Donc pendant toute la période médiévale, il y avait le servage. En partie, en tout cas dans une grande partie de la période médiévale. Après, il faut voir jusqu'à quand. Jusqu'à quel roi, à quelle période ça s'est un petit peu érodé, atténué, puis disparu. Mais aujourd'hui aussi, il y a le servage, chers amis. Aujourd'hui, il y a une forme de servage. Parce que si vous ne travaillez pas, et que vous n'avez pas d'aide de Pôle emploi ou de je ne sais quel autre organisme, qu'est-ce que vous faites? Vous allez où? Sous les ponts. C'est aussi simple que ça. Et vous mangez quoi, mes amis? Vous mangez ce que vous donnent les quelques associations, Restos du Cœur et autres. Qu'est-ce que je vous dise? Il y a toujours une forme de servage ou d'esclavage. Quand on nous dit que, oui, Napoléon Ier a remis l'esclavage qui avait été aboli par un certain monsieur Schleicher. L'esclavage n'a jamais été aboli en fait. Je vous expliquerai ça un jour en aparté. Pour l'instant, nous continuons. Renaissance carolingienne, oui, parlons-en. Alors après, pour continuer le sujet de la monétisation par la monnaie en or, donc à l'époque était en or, il fallait bien que le roi trouve de l'or. L'or, il va le trouver, je vous l'ai dit, à Cordoue. Voilà, auprès des Omeyyades. Hein. Voilà.
Alors après, si c'est pas le premier qu'on a vu là, c'est le second calife. Mais en tout cas, voilà. Mais le calife, lui, en échange, il demandait quoi? Il demandait un apport matériel. Ah ben t'as pas d'or, mon grand. Ben écoute, tu vas me donner ce que tu as. Tu vas me donner des gens, comment dire, bon, je dirais pas le mot, mais voilà, quelque chose de matériel, quoi. Ceux qui veulent pas se convertir, ben tiens, tu me les amènes. Toute la famille, là, tu me les amènes. Oh, peut-être pas les vieillards quand même, mais bon, ceux qui sont en bonne santé, robustes, et puis bien sûr les autres. Oui, toute la famille, mais pas les vieillards quand même. Alors bien sûr, après je vous dis pas comment ça s'est fait la traite des blanches, ça c'était un autre sujet dans lequel je ne veux pas rentrer, je vais pas rentrer. Allez voir, là je vous le recommande vivement. Si encore elle est en ligne dans Pagan TV de Oleg de Normandie, allez voir Esclave contre Dinar. Là tout est dit. Tout est dit, vous avez tout. Non seulement les références historiques, pardon, mais vous avez les explications comment Charlemagne et puis les rois successifs ont mis en place, c'est sous Charlemagne d'ailleurs je crois, ça a commencé avec lui ou peut-être un peu avant, en tout cas c'est là que le développement des ports se sont développés, oui je me fais un pléonasme, pour embarquer des esclaves, les envoyer voilà, dans les pays d'Orient, hein, à commencer par Cordoue, qui de Cordoue envoyer ça en Mauritanie, Maroc, pas Algérie, mais enfin, bon voilà, pour toutes ces terres, tous ces pays, ces royaumes ou ces califats, où ils avaient besoin de vendre des esclaves. Bon, alors n'oublions pas, chers amis, que quand on fait des guerres, d'ailleurs on le verra sous Louis XIV, là aussi, mais là, bon là c'est une autre histoire, quand on étend un territoire et qu'on conquiert un territoire, il faut avoir les moyens de ses finances, il faut avoir les moyens de pouvoir payer la solde, les soldats, et puis le matériel, la nourriture et tout le reste. Et puis bien sûr, implanter des tentes, enfin, les campements, enfin voilà. Et tout ça, ça a un coût. Ça a un coût. Alors comme Byzance sa réserve d'or diminuée. Alors vous allez me dire, alors Raymond et les comment ça s'appelle, et les Templiers, à quel moment ils interviennent? Ben justement, je ne sais pas à quel moment ils interviennent. Il me semble que c'est sous la féodalité, bien sûr, évidemment. Vous l'auriez compris, dans la période médiévale, mais je ne sais pas à quelle période exactement. Il faudra que je cherche un petit peu. Je vous expliquerai ça une autre fois dans une autre vidéo. Pour l'instant, oui, j'ai pas cherché. Tiens, j'ai fait une erreur de pas chercher sur les Templiers. À partir de quand ils ont commencé à se développer, alors à obtenir pour le royaume, comment dire, l'or. Ben, je crois que c'était l'or de Byzance que les Templiers ont obtenu. Donc, je ne sais pas à quel moment ça a commencé. Bon, ça a pris fin sous Philippe le Bel, évidemment, qui fait brûler les dirigeants. Alors, vous savez, là aussi, Oleg de Normandie vous explique très bien à propos de l'histoire des Templiers. Alors là, c'est un bijou, quoi. C'est vraiment, c'est une pépite d'écouter ces vidéos. Bon, allez, je continue. Alors, la chute du royaume wisigoth lors de l'invasion de l'Espagne par les Sarrasins. Vous voyez, regardez bien, les Sarrasins. Vous voyez, c'est faux. Ça, c'est une dénomination qui nomme se disant des musulmans. Les Sarrasins, c'était les Bretons. Ah oui, voyez un petit peu les erreurs qui se commettent dans l'histoire officielle, c'est ça. Les Sarrasins, ça n'a jamais été des musulmans, des arabo-musulmans. Vous voyez. Bon, enfin bref. Vous voyez, les mensonges, regardez-moi ça. Non, les Sarrasins, les Sarrasins, je vous l'ai dit, les Sarrasins, c'est un épi. C'est un épi, c'est un épi comme le blé qui pousse beaucoup dans l'ouest de l'Hexagone, donc. Et voilà, bon, enfin, bon. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un me donne un commentaire sur les Sarrasins, s'il en sait quelque chose. Ouais. Lors de l'invasion de l'Espagne par les Sarrasins,
fait que de nombreux intellectuels et ecclésiastiques comme Théodulphe d'Orléans, ouais bon alors, et Benoît d'Ariane, un religieux sans doute, oui, un évêque apparemment, rejoignent la cour de Pépin le. Bref, voilà. Les Carolingiens bénéficient ainsi de connaissances venues. Alors les Sarrasins, je trouve ça curieux qu'ils appellent ces gens-là les Sarrasins. Alors moi, je vais quand même essayer de voir un petit peu ce que c'est cette histoire-là. Origine du terme Sarrasin. Regardez bien. En grec ancien, voilà, il faut chercher des sources. Bon, désigne ceux vivant sous la tente. Les Bédouins nomades, pardon. Également connus comme arabes ascétiques. C'est ça? Excusez-moi, hein. Non, sélites plutôt. Sélites, bon, au IIe siècle, après Jésus-Christ. Bon, enfin, les Sarrasins, ainsi nommés, soit parce qu'ils se prétendent descendants de Sarah, soit, au dire des païens, parce qu'ils sont d'origine syrienne. Ils habitent un très vaste désert. On les appelle Ismaélites, oui, parce qu'ils sont issus d'Ismaël, ou encore Cédar. Bon, ma foi. Isidore de Séville. Alors, Isidore de Séville, c'est un religieux. Oui, regardez, vous voyez. Alors là, méfions-nous, soyons prudents. Sur les Sarrasins, je n'y crois guère. Je garde pas ce terme parce que, bon, pour moi, ça n'a rien à voir avec les Omeyyades, les pays arabes. Bon, enfin bon, c'est ma vision. Pour moi, ceux qu'on appelait les Sarrasins, c'est ceux qui ne voulaient pas se convertir. C'était tous les Bretons, les Normands, enfin tous ces gens de l'ouest de la Vrigole finalement. C'est vrai que la Vrigole, sa source, ce serait là en fait, puisque l'Atlantide, venant de l'océan Atlantique maintenant, donné par les Anglo-Américains, l'Atlantide se trouverait autour de ces côtes. Autour de ces côtes de Bretagne, Normandie, Grande-Bretagne, donc Angleterre, ou peut-être un peu plus, comment dire, vers la mer du Nord, je crois, enfin je sais plus. En tout cas, c'est dans ces régions-là que a eu lieu 1200 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, avant l'ère chrétienne, donc Jésus-Christ. Il y avait une civilisation qui s'appelait l'Atlantide. L'Atlantide, pardon, la civilisation, et les habitants, c'est les Atlants. Les Atlants qui ont donné naissance aux Celtiques, aux Celtes, aux Gaulois et aux civilisations qui sont devenues les Odiniques, les croyants d'Odin, de Thor, enfin voilà. Bon. Maintenant, vous savez un petit peu de quoi il en tourne. Donc, les Sarrasins, pour moi, c'est les non-convertis. Pour moi, hein, moi jusqu'à qu'on me démontre, on me dise le contraire, qu'on me montre des sources, mais des sources sérieuses, et pas seulement que des sous ou des médailles, ou je ne sais quoi encore. Non, des preuves plus tangibles qui me montrent que la civilisation... ça y est, le nom m'échappe, c'est pas grave, venant des Ismaélites ou autres. Bon, les Sarrasins, voilà, les Sarrasins ou de Sarah, ou moi tout ça, en plus c'est un membre du clergé qui l'écrit, qui donne cette source. Eh ben moi je reste un peu prudent, vous voyez, je reste assez méfiant. Parce qu'il n'y a pas d'autres contradicteurs, à part Oleg, et puis d'autres historiens dont j'ai pas le nom, hein, qui parle plus précisément de cette période des Sarrasins contre les Arabes, contre les Francs, enfin bon, etc. En fait, oui, bien sûr, les Sarrasins bretons normands se battaient contre l'Empire carolingien parce qu'ils voulaient garder leurs terres, leur foi, leurs croyances et leurs coutumes. Vous comprenez ? Bien sûr qu'ils se battaient contre les Francs. Et je crois pouvoir vous dire, d'après Oleg de Normandie, d'après ce que j'ai cru comprendre, il semble que justement les Carolingiens, donc Carlus Magnus, Charlemagne, a fait appel aux Arabes pour se battre contre les incroyants de son royaume. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est beaucoup, il faut aller chercher beaucoup plus loin que ça.
Il ne faut pas se contenter de lire ce que donne tel ou tel historien. Il faut comparer avec d'autres historiens qui soient religieux ou pas d'ailleurs. Hein. Il faut tout prendre. Il faut tout comparer. Il faut recouper un petit peu les informations et remonter sur les sources que eux-mêmes, ces historiens religieux ou laïcs, vous donnent. Vous comprenez? Parce que quand on vous sort des artefacts ayant été trouvés dans telle région, enfin dans l'Hexagone ou ailleurs, en Italie ou en Belgique ou ailleurs, on vous montre des artefacts des anciennes civilisations, eh ben c'est beaucoup mieux que de simples écrits faits par peut-être de bonne foi, je ne sais pas, hein, par des religieux ou par d'autres gens plus laïcs de cette époque médiévale ou autre. Hein. Il faut comparer, chers amis. Il faut comparer. Voilà, bon, ça c'est la vue d'ensemble, on va pas s'attarder de trop. Le monde musulman, les califes, bon, Marwan, etc. 1644. Alors, bien sûr, on vous montre pas Youssouf ibn Rahman, d'accord, 747. Oui, d'accord. Al-Hakam, 822. Chronologie du règne de Charlemagne. Bon, après ça, je vous laisse. Voilà, écoutez, ça c'est la généalogie de Charlemagne, voilà, bon, si ça vous intéresse, vous la prenez, voilà, qu'est-ce que je vous dise. Pardonnez-moi, chers amis, j'essaie un petit peu. Alors, nom de Charlemagne, ah, tiens, c'est intéressant, le vrai nom de Charlemagne est Karl. Oui, ben, Carlus Magnus. Alors, Karl, c'est en germain, en alamanique, voilà. Carolus, latin, Magnus, Carolus. Voilà, vous voyez, je n'invente rien, c'est pas moi qui le dis, hein. Après, on va me dire, ouais, mais Raymond, tu penses à où comme source? Ben voilà, c'est là. Après, bon, la chanson de Roland, ça, je sais pas trop ce que c'est. Ça, c'est une légende, on sait pas trop on sait pas ce qu'il y a de vrai ou de pas vrai. Enfin bon, résidence de Charlemagne. Regardez le vrai portrait de Charlemagne, Carlos Magnus. Voyez, je vous dis, hein, la couronne de laurier, non. Ne me dites pas que les Carolingiens, les rois, portaient une couronne de laurier. Non, ça c'est... Voilà, hein. Sauf vous voyez, Carlus, voilà. Bon, je n'invente rien. Alors, on va me dire, mais Raymond, attends, qu'est-ce que tu racontes là? Voilà, encore une statue de... Voilà, là c'est la couronne d'un roi. Bon, ça c'est Charlemagne, certainement. Statuette équestre représentant Charlemagne ou son fils. Bon, ils savent pas trop, Charles le Chauve. Bon, mais enfin, déjà, même son fils, il porte pas une couronne de laurier. Vous voyez, si c'est son fils, hein, je ne sais pas. À vous de juger. Hein. Voilà, bon. Voilà, vous voyez, ça c'est Charlemagne qui porte une couronne pour le coup. Il me semble bien que c'est Charlemagne, non? Oui, il semble bien, oui. Voilà, là c'est la couronne de Charlemagne. Là c'est plus du tout une couronne de laurier, vous voyez. Déjà, hop. Oh, excusez-moi, j'ai quelque chose qui me dérange. Voilà. Ah, décidément. Bon. Alors, biographie. Non, historiographie. Oh, ben, décidément, on n'arrête plus, hein, si on continue. Empire germanique et Charlemagne. Voilà le vrai portrait de Charlemagne, regardez-moi ça. C'est pas l'homme paisible. Et encore, c'est pas le plus... Ben voilà, vous voyez. Quand on vous montre un Charlemagne... ouais, les fleurs de lys n'existaient pas à cette époque. Oui, c'est encore une invention d'un peintre... voilà, regardez, Charlemagne dans sa splendeur. Voilà. C'est ça, c'est bien Charlemagne. Ah non. Statue de Charlemagne surmontant le sceptre du roi Charles V. Ah bon? Musée du Louvre, c'est peut-être une propriété privée, ça j'en sais rien. Bon bref, voilà, Napoléon Ier et Charlemagne. Ah bon? Charlemagne et l'école. Alors ça, c'est encore une invention. Voilà, voilà le Charlemagne que l'on vous montre. Vous voyez un homme, une couronne bien sûr, barbe fleurie, visage assez, comment dire, professoral, vous voyez. Non, c'était pas ça du tout Charlemagne. Caressant la tête des enfants, oui, bon, ça... des écoliers, bien sûr. Alors, d'après Jacques Le Goff, qui c'est Jacques Le Goff, on ne sait pas, on a exagéré en faisant de Charlemagne un Jules Ferry. Ben voilà, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Merci Wikipédia de le préciser.
avant la lettre, allant encourager les élèves dans les écoles. Ça, c'est une légende, vous voyez, c'est pour faire croire que Charlemagne, c'était le bon roi, le bon père pour son peuple. Ben, dis donc. Voilà, chers amis, on va arrêter là aujourd'hui. Je vais me remettre en tenue. Je vais remettre mes lunettes. Parce que je peux pas lire avec mes lunettes, évidemment, hein, vous l'aurez compris. Hein, c'est quoi ça? Voilà. Voilà, mes amis, nous nous retrouvons pour finir cette vidéo. Elle était un peu longue aussi, pardonnez-moi. Mais nous avons fini. Enfin, j'étais un peu plus rapide, un peu plus succincte. Hein. Je vous demande de m'excuser, mais je peux pas. Sinon, il y aurait encore d'autres vidéos que j'aurais pu faire avec Charlemagne pour apporter un peu plus de précision sur ce que moi je crois savoir, que j'ai appris avec Pagan TV, je vous le cache pas, hein, Esprit Viking aussi de Dolec de Normandie, que je salue. Alors je voulais dire un petit mot, mais je l'avais déjà dit, hein, je veux pas non plus dire que Oleg se soit trompé ou quoi que ce soit, mais ces dernières vidéos ne sont plus tout à fait en phase avec ce qu'il a fait dans le passé, il y a 2 ans, 1 an ou 2. Oui, déjà, enfin si, déjà il y a 1 an, il commençait déjà un peu, hein, bon. Mais il y a 2-3 ans, non, il était différent, je trouve. Justement, il avait des sources en plus, des sources historiques et des sources dont il est allé lui-même voir sur place. Il est allé dans certaines régions de France et d'Europe pour justement aller chercher des preuves de ce qu'il dénonçait, vous voyez, de ce qu'il dénonçait ou qu'il voulait remettre un petit peu à l'endroit. Et puis là, depuis 1 an à peu près, hein, il a changé, il a basculé, il s'est excusé d'avoir un petit peu bousculé la religion, vous savez laquelle, hein, alors qu'il avait, entre guillemets, il avait des preuves que tout ça, ce que je vous dis là, hein, vous voyez. Pour moi, les religions abrahamiques, hein, je vous le cache pas, ce que j'en pense... Qu'est-ce qu'il y a de vrai ou pas, on n'a jamais retrouvé le temple de Salomon pour ceux qui croient en l'Ancien Testament ou pour les autres la Torah. Bon, le temple de Salomon, on n'a jamais rien retrouvé, aucune trace, rien, ni de lieu, ni. Alors on prétend avoir retrouvé l'arche de Noé. Ouais, bon, moi je veux bien, mais bref. Maintenant, il n'y a plus d'historiens vraiment indépendants, enfin j'en connais pas, en tout cas de contemporains, je veux dire. De contemporains. Je n'en connais pas plus ou moins. Bon voilà, chers amis, ce que je vais vous dire. Je ne vais pas davantage vous retenir. Je l'aurais fait bien volontiers, mais je passerai des heures à bavarder. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Je vous remercie encore pour les nouveaux. Eh bien, de ne pas oublier, voilà, de ne pas laisser, de ne pas simplement rester un spectateur, mais aussi d'être acteur un petit peu, hein, par l'abonnement. Enfin voilà. L'abonnement à la chaîne, je ne vous demande pas voilà. Je ne demande que ça, de partager surtout. Et j'oublie pas les commentaires, que je n'ai pas beaucoup. Mais enfin bon, c'est une autre chose, je ne vais pas ici revenir. En tout cas, merci, chers amis, de m'avoir suivi. Soyez heureux en famille. Soyez surtout, en même temps, dans le prolongement familial, soyez heureux avec vos amis, vos principaux amis surtout. Et avec vos collègues de travail, soyez aussi généreux, plein d'empathie, de compassion parfois, devant ceux qui ne sont pas toujours patients, etc. Et puis nous, on se dit à très bientôt. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Non, pourquoi je mets ça, moi? J'ai pas besoin. Alors, je vais mettre le générique de fin, mais sans vous mettre l'image, parce que je crois que, non pas que ça passerait pas, mais... Vous allez simplement écouter ce générique de fin, c'est le même que d'habitude, hein, vous verrez. Je changerai en cours d'histoire, de vidéo. On se dit à très bientôt, chers amis. Au revoir. Ça c'est lui.